Et salut. Bonsoir Tahar, Bonsoir, Jalil. comment ça va? Bien. Oui? Alors, tu es confiné à Paris ou à Tanger? Je suis parisien, confiné dans ma maison. Je ne sors pas. Je ne vois personne. Mes enfants m'appellent, les amis m'appellent. Je passe mon temps au téléphone, ce qui est pas mal. Et là, je te vois, ce qu'il y a encore mieux là. Ouais, c'est bien Mais d'avoir de temps en temps. c'est une étape intéressante parce que ça nous fait réfléchir, surtout quand on a la chance de ne pas avoir attrapé cette saloperie. C'est de réfléchir sur nous-mêmes et sur le temps que nous passons et la manière dont nous vivons. Moi, je crois que quelque chose se passera après le confinement lorsque le virus sera totalement vaincu et quand la vie reprendra comme avant. Je pense que pour certaines personnes, pas pour tout le monde, il va y avoir un changement radical dans la façon de vivre, et dans le bon sens, c'est-à-dire peut-être que les gens seront moins rapaces, moins égoïstes, moins Tu penses férus d'argent. Et aux valeurs essentielles? je pense qu'on va revenir à des valeurs simples, à la vie, à l'amour, à l'amitié, à la solidarité. Ça, ce sont des choses qu'on a oubliées. Et puis quand on a frôlé la mort, parce que toute la planète est en train de frôler la mort, eh bien, on revient à la vie, et on trouve combien la vie est belle, la vie est magnifique, et la vie est pleine d'espoir et pleine d'énergie et de vie. Donc, je pense que nous allons connaître des moments, je suis optimiste, des moments de réconciliation. L'homme va se réconcilier avec certaines de ses valeurs, ce qui ne serait pas mal du tout pour l'humanité. Si j'entends ce que tu dis, Tahar, c'est que cette situation de confinement serait finalement un mal pour un bien. Alors, je ne dis pas qu'elle était souhaitée, évidemment que non, vu le drame humain et vu les conséquences aussi, qu'elles soient humaines ou économiques, qui vont être terribles. Mais quand même, toi, tu dis, maintenant que c'est là, c'est finalement peut-être l'opportunité, c'est le temps du ralentissement, de la réflexion, du retour sur soi. Je n'ai pas aimé, moi, la notion de guerre que Macron a lancée plusieurs fois. Quand on fait une guerre, on a un ennemi en face, on est armé. Là, on n'est pas armé. On n'est pas armé. Les gens meurent. Bon, il y en a beaucoup qui survivent. Hein. Qui sont guéris. Il faut dire que l'écrasante majorité des gens contaminés survivent. Hein. C'est plus de 90%. Donc, mais quand même, il y a des milliers de familles qui sont touchées, qui ont perdu l'un des leurs. Et c'est terrible, c'est effrayant, c'est horrible. Et puis c'est une mort qui a quelque chose de spécial, c'est-à-dire que c'est une mort dévastatrice, c'est-à-dire que tu n'as même pas la possibilité de dire au revoir à la personne aimée, à la personne que tu as aimée toute ta vie, ton père, ta mère, ton épouse ou ton mari, peu importe. On n'a pas. Et puis le corps devient un objet qui appartient à l'administration, et c'est horrible. Et c'est ça, c'est en cela que c'est pas tout à fait une guerre. Alors, une guerre très inégale, parce que nous, on n'a pas les moyens du virus. Donc, c'est plutôt plutôt, à mon avis, c'est une dérive, une dérive terrible de la nature qui a tellement été maltraitée par l'homme, la nature animale et humaine, et que de temps en temps, l'homme est rappelé à ce qu'il est, c'est-à-dire peu de choses. Et je pense que c'est une épreuve comme celle-ci, et comme celle qui a été d'ailleurs la plus terrible de 1918, la grippe espagnole. Il y a eu 50 millions de morts. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui remet peut-être un peu les choses à leur place avec une telle brutalité que c'est inimaginable. Bon, aujourd'hui on est en train de chercher un vaccin, des médicaments. On finira par trouver.
quelque chose. finira parce que tout le monde cherche, tout le monde, dans le monde entier. Alors, Et ça, c'est quand même important. tard, beaucoup pensent que cet électrochoc qu'est la crise va être salvateur pour nos sociétés, pour l'humanité entière. Et certains sont un peu plus sceptiques. Alors, je vais citer Edgar Morin, pas parce qu'il est sceptique, mais parce qu'il disait hier ou ce matin, ce monde n'est pas fini, il va gigoter encore. Après le confinement, un boom économique provisoire le rassurera. Seul un nouveau mouvement citoyen animé par une pensée forte et une conscience lucide pourra ouvrir le chemin d'un monde nouveau. Est-ce que tu fais partie, toi, des optimistes, des pessimistes, des sceptiques? Où tu en es de cette... Non, 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 moi, je suis très réaliste et j'aime beaucoup Edgar Morin. N'oublions pas que c'est un homme de 99 ans qui parle, donc c'est quelqu'un terre? qui a passé un cycle et qui a une expérience et une vue, une hauteur de vue que nous n'avons pas. Mais cela dit, il a raison un peu, parce que c'est vrai que l'homme oublie qu'il est mortel, oublie qu'il peut être malade, oublie qu'il est pas éternel. Il oublie tout ça, l'homme, dans son arrogance, dans sa férocité, dans sa barbarie. L'homme n'est pas sympathique. Donc, quand il se met dans cette espèce de férocité avec laquelle il traite les êtres humains. Et là, effectivement, il se peut que on va avoir, c'est sûr, on va avoir un problème économique énorme parce que la planète a fonctionné sur une économie artificielle avec un argent virtuel On surestime. et, et on a surtout banalisé la barbarie du libéralisme sauvage. C'est-à-dire, tu as de l'argent, tu vis, tu n'as pas d'argent, tu crèves. Et ce libéralisme-là, brutal, inhumain, qui avait commencé par Reagan et Mme Thatcher, est aujourd'hui, s'est répandu dans le monde entier, pas uniquement en Europe, c'est la même chose en Afrique, en Asie, au Maghreb, partout. Et cette philosophie de la barbarie du libéralisme, a modifié la planète, à maltraiter l'environnement, à maltraiter le ciel, à maltraiter la pluie, à maltraiter les montagnes, à maltraiter l'eau, à maltraiter la mer. Quand on sait que les fonds marins sont pleins de milliers de tonnes de plastique qui n'arrivent pas à disparaître, que certains poissons mangent, et que c'est effrayant. Et tout cela, c'est l'homme. L'homme a tellement maltraité l'environnement et la planète que ce virus n'est qu'un élément parmi tant d'autres. Parce que l'incendie de l'Australie, qui a duré des mois, a été un avertissement terrible. Les tsunamis, depuis une vingtaine d'années, sont aussi une façon de colère de la nature, les colères de l'environnement. Vous savez que les arbres sont des êtres vivants, conscients parfois, qui communiquent entre eux. Et les arbres, il ne faut pas les maltraiter, il faut les respecter, il faut les aimer. Et quand on voit un dictateur stupide et vulgaire comme le président brésilien en train de massacrer la forêt amazonienne et de ne pas croire d'ailleurs au réchauffement de la planète, et qui en plus est un homme d'une telle vulgarité, d'une telle médiocrité, arrivé au pouvoir, ces gens-là, ce sont ceux-là, comme Trump d'ailleurs, qui sont en train d'aggraver la situation de la planète. Alors, Et le virus n'est une des dérives de ce malheur dont souffre la planète. oui, justement, tu me tends la perche un peu sur la question suivante. Est-ce que, donc, avant la crise, on a bien vu une tendance au populisme un peu partout, hein, que ce soit en Europe, en Amérique et ailleurs. Est-ce que cette tendance politique va être plutôt renforcée suite à cette crise mondiale, ou est-ce qu'elle va être, je veux dire, affaiblie par ce signal d'alarme dont tu parlais?
tant que nous avons des chefs d'État comme Trump, Bolsonaro ou d'autres d'ailleurs, en Hongrie, en Pologne, Jordan, quand on a des gens comme ça, élus soi-disant démocratiquement, je suis très, 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 très c'est triste et pessimiste parce que quand j'ai entendu l'autre jour Trump dire the economy first, c'est-à-dire finalement le virus c'est pas important, qu'il y ait quelques morts c'est pas grave, et après il s'est rendu compte qu'il pouvait lui-même en crever. oui. Bah, là il a fait marche arrière, mais il a parlé comme un businessman, un homme d'affaires. Mais en même temps, c'est ça l'Amérique, c'est extraordinaire. Vous avez un type comme Trump qui représente pour moi la brutalité absolue. Et vous avez Bill Gates qui a fait beaucoup d'argent, qui en donne beaucoup, enfin pas, il ne le Avec jette sa pas, question. mais il participe à des programmes humanitaires très importants dans le monde et qui raconte et qui avait prévenu la planète, enfin dans un 2015, discours en en 2015, 2015, une conférence TEDx. sur un virus qui pourrait nous anéantir. Ben, eh bien, les gens, c'est curieux, hein, les gens n'écoutent pas Bill Gates, enfin la plupart, enfin la majorité, ils suivent Trump. Trump, il est suivi par des centaines de millions d'Américains. Hmm. Je ne pense pas qu'il y ait des centaines de millions d'Américains qui suivent Bill Gates. Et c'est là où on voit que l'homme, tout compte fait, est un être malfaisant. Malfaisant avec évidemment des êtres humains qui sont de qualité, qui sont des êtres humains qui vivent et qui font du bien. Mais ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont la possibilité d'anéantir la planète, ce sont ceux-là plutôt. C'est-à-dire, c'est des brutes. Attar, justement, un de tes amis, je ne crois pas me tromper en disant un ami, Bernard Pivot, qui est académicien comme toi, homme de lettres, a écrit ceci. Il a dit la mémoire ayant des trous, des pannes, il nous faut introduire dans la Constitution cette phrase: aucun gouvernement n'est autorisé à faire des économies sur la santé. Et moi, je te pose la question, est-ce que s'il en fait une pétition, est-ce que tu signerais, tu serais le premier à signer? Bien sûr. Moi, j'ai été le premier à militer pour l'hôpital. J'avais signé la longue lettre au mois de c'était novembre, que plusieurs personnalités ont signé pour alerter le Macron sur l'état de la santé de l'hôpital en France. Mais bien sûr que je signe. Mais, mais je pense que Et aspect, on va gagner quelque chose d'éducation. on va gagner quelque chose avec le coronavirus, peut-être, si Macron tient parole, c'est que vraiment là, l'hôpital va être réparé. C'est-à-dire que on va donner à l'hôpital les moyens dont il a besoin et le service public sera vraiment public, comme avant. On va mieux payer les infirmières, les soignants, les médecins-chefs, et tous ceux qui travaillent dans le domaine hospitalier. On va valoriser leur métier et leur existence. Et ça, si Macron le fait, je le remercierai. Mais s'il ne le fait pas, je, vraiment, je lui dirai très vertement. Mais j'espère qu'il tiendra parole parce qu'il a dit qu'il y aura un apport massif à l'hôpital. On verra. Il a On dit verra. Parce que l'hôpital, il y a deux domaines. Moi j'ajouterais à la phrase de mon ami Bernard Pivot l'éducation. Parce que l'éducation aussi, on ne doit jamais toucher le budget d'éducation et de la culture. Enfin, l'éducation et la culture, ça va ensemble. Et pour terminer, je vais raconter une anecdote qui est vraie, qui n'est pas inventée. C'est pendant la guerre, c'est Winston Churchill, Premier ministre, qui réunit son gouvernement pour chercher l'argent pour acheter des armes. Et tout le gouvernement était autour de lui, et puis on cherche comment avoir de l'argent. Et à un certain moment, il y a un des ministres qui se lève, il dit, Monsieur le Premier ministre, moi je propose qu'on prenne l'argent dans le budget de la culture. Et Churchill lui a dit, et alors, pourquoi nous faisons la guerre?
Excellent. Allez, ça réfléchir. Avant de passer à des questions très courtes pour nos amis qui vont nous écouter, je voudrais te poser une dernière citation, te donner une dernière citation d'Edgar Morin. Tu l'as dit, quasi centenaire aujourd'hui, ce philosophe. Lui, il a écrit encore hier, nourrissons nos anticorps sociaux et culturels, amitié, solidarité, fraternité, communion, amour, chefs-d'œuvre de poésie, littérature, musique, peinture, cinéma. Alors, je ne peux pas imaginer que tu ne puisses pas être en phase avec moi, tu l'aimes bien. Est-ce que pour toi, l'essentiel est là? Est-ce qu'on n'a rien oublié? La solidarité avant tout. C'est-à-dire que finalement, le partage. J'aime un livre, je l'offre ou je le prête à mon voisin. Il y a un concert de musique magnifique, j'ai une invitation pour deux, je suis seul, j'appelle un ami ou une amie ou quelqu'un que je connais. Partager, célébrer, écouter ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est-à-dire la création, l'art, la danse, la musique, le cinéma, le théâtre, la poésie. C'est la poésie qui sauvera le monde. C'est pas du tout l'économie. C'est pas des buildings de 150 étages comme on en construit dans les pays du Golfe. C'est la culture, c'est la poésie, c'est la beauté qui sauvera le monde. C'est pas du tout l'espèce d'apparence de beauté avec des miroirs qui reflètent le coucher de soleil à Abu Dhabi. C'est pas ça qui va nous aider à. C'est le poète qui dit ça. Ce serait, on pourrait dire que c'est trop facile, l'écrivain poète. Alors moi, la question qui me vient à l'esprit, en ce temps de confinement, où tu as le temps d'être face à toi-même, est-ce que c'est l'écrivain, le poète, le philosophe, le chroniqueur, le peintre qui prend le dessus sur l'ordre? Qui est Non, un genou pendant le confinement? non, c'est l'homme qui a 72 ans, c'est tout. Et mais je reviens sur ce que disait sur Abu Dhabi. Est-ce que tu fais plus de poèmes? Est-ce que tu peins plus? Je dessine, je fais des dessins chaque jour et je fais des petits poèmes sur les dessins. Et je voudrais juste ajouter une chose sur l'architecture, parce que l'architecte français Nouvel a fait le musée d'Abu Dhabi, le musée islamique d'Abu Dhabi, qui est une pure merveille. C'est une merveille de merveilles. C'est pas haut, c'est plutôt bas. Et c'est une des plus grandes créations artistiques et architecturales que j'ai vues dans le monde. Donc, que tu recommandes pour qu'on puisse aller voir ça dès que le temps le permettra. Absolument. Alors, j'ai toute une série. Alors, évidemment, on va poursuivre nos entretiens régulièrement pendant cette période de confinement. On les publie en mode question-réponse tous les deux sur nos réseaux sociaux. On en a fait aussi une émission radio à la demande de 80 radios, d'une chaîne de 80 radios, mais aussi on va essayer de les diffuser, donc cette vidéo, y compris dans nos réseaux sociaux. Alors, j'ai des questions courtes à laquelle il faudra que tu me répondes de façon très brève, parce qu'elles sont très simples. La première, c'est est-ce que tu as peur? Je suis serein. Tu n'as pas peur. Tu n'as peur de rien? J'ai peur. J'ai peur de la maladie, mais je n'ai pas peur de la mort. Mais en même temps, je n'ai pas une peur spéciale, je suis serein. Très bien. Si tu pouvais choisir un livre, et que quand tu n'as pas le choix, tu en as qu'un, Un seul, pendant la période de confinement, ce serait lequel? des mille et une nuits. Les mille et une nuits. Pourquoi? Oh, parce qu'il y a plein d'histoires incroyables. Je l'ai lu deux fois, je le connais par cœur. Et c'est une merveille à chaque fois. Je découvre à chaque fois des choses fantastiques. Il y avait une liberté au XIIe siècle qui n'existe pas aujourd'hui. Parfait. Sur un CD de musique? Alors, je mettrais un CD, mais je mettrais toutes les musiques que j'aime, c'est-à-dire le jazz, Compilation. l'art, la bonne chanson française de Ferrat, Léo Ferré, de Brel, et Barbara, des gens comme ça. Et en même temps, tout Mozart ou tout Bach. Enfin, vraiment, la musique, j'adore. J'en ai besoin tous les jours. Je ne peux pas ne pas écouter de la musique, que ce soit le jazz ou le classique ou les variétés.
Alors maintenant, je te demande de nous recommander à nous des lectures, donc des livres. D'abord, quelques-uns parmi, on va dire, la littérature en général, pas les tiens. D'abord, un ou deux livres parmi la littérature que tu nous recommandes. Moi, parmi ce que je recommande toujours, c'est le Don Quichotte de Cervantes, parce que c'est un texte moderne, d'une modernité absolue, et qui est traduit dans une langue magnifique en français par Aline Schulman aux éditions du Seuil. C'est magnifique, c'est très beau, c'est un voyage, c'est un plaisir extraordinaire. Très bien. Et maintenant, parmi tes livres à toi, qu'est-ce que tu nous recommanderais en Bon, cette période de confinement? je ne peux pas dire, voilà, il faut. Les gens me connaissent pour, je ne sais pas, je dirais, il faut commencer peut-être par L'Enfant Sable et La Nuit Sacrée, et puis arriver à l'insomnie, ou alors un livre qui traite quand même du racisme anti-noir au Maroc, qui s'appelle Le mariage de plaisir. C'est pas mal. C'est un roman. C'est un vrai roman, une fiction. Alors, moi, Mais si ça, Maître Tahar, j'aime bien, enfin, j'aime beaucoup de tes livres. Mais, le premier amour est toujours le dernier, qui est une succession de petites histoires ouais. qui est excellent. Un recueil de poésie aussi, les amandiers sont morts de leur blessure, D'ailleurs, bien sûr, qui est assez ancien aussi. Enfin, il faut revenir. plus Est-ce que ancien, là, mais là, le dernier s'appelle Douleur et lumière du monde chez ça, Gallimard. Mais bon, avec. on ne va pas parler tout le temps de ça. Non, Les, il y a aussi Moha le fou, Moha le sage. Est-ce que c'est le moment de le reprendre? Ah, il disait beaucoup de choses justes, Mohalefou, hein. Donc, c'est peut-être le moment de le reprendre aussi. Peut-être, oui. Ah, faut le savoir. Ok. Avant, on poursuivra bien sûr nos entretiens très régulièrement et comme tu le sais, hein, j'ai grand plaisir à discuter avec toi. Je voudrais qu'on termine par un petite note d'espoir pour les gens qui sont seuls, les gens qui doutent ou les gens qui sont un petit peu, on va dire, avec voilà, moins Je d'enthousiasme. dirais simplement que Qu'est-ce que tu leur dirais? la vie porte l'espoir en elle. Et c'est la vie qui gagne toujours. Même si parfois elle est battue par des virus, par des maladies. Mais c'est la vie qui est là. Et la vie, elle est belle, magnifique. C'est-à-dire que il suffit d'avoir été, d'avoir passé quelques jours dans un hôpital. Tout le monde, un jour ou l'autre, a eu une défaillance ou un problème. Et puis quand on sort, on voit le ciel bleu, le soleil, et un oiseau qui chante, et c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc, le confinement, c'est un moment de recueillement peut-être, un moment de retour sur soi, mais en même temps un moment d'espoir pour vivre mieux après, quand on sortira de cet isolement. Le dernier mot, vraiment le dernier, sera évidemment au personnel soignant. Espoir. C'est toi Ah qui oui, mais là, moi j'ai déjà défendu les Espagnols depuis et très je longtemps. sais, et tu voudrais peut-être dire un J'ai peu toujours été avec eux. J'étais toujours été avec eux sans que personne me le demande parce que quand j'étais malade, il y a quelques années, j'étais à l'hôpital et que une dame venait à 3 heures du matin me réveiller pour me donner le comprimé qu'il fallait prendre à ce moment-là. Cette dame que je ne connaissais ni d'elle ni dedans, mais qui était là, elle veillait, elle veillait les malades, c'était son tour de garde. Eh bien, j'avais envie de lui baiser la main parce que c'est extraordinaire. C'est ce qu'aurait fait une mère pour son enfant. Et le travail des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières dans ces pays est extraordinaire, enfin dans tout le pays du monde, parce qu'ils choisissent de soigner, de réparer, de rendre la vie. Et cela, on peut le remercier tous les jours, ça ne sera pas suffisant. merci pour eux, merci pour les auditeurs et puis tous ceux qui vont visionner cet entretien. Merci Tahar. Au plaisir de continuer nos échanges, donc probablement demain ou après-demain. Et à Je bientôt. t'embrasse, à très vite.